Et si je te disais qu'un seul homme a détruit une prison entière à main nue, juste pour venger la mort de sa copine? Bienvenue dans l'un des films les plus violents, fous et jouissivement absurdes jamais créés. Ricky-O, The Story of Ricky. Si tu kiffes les bastons impossibles, les prisons corrompues et les punchs qui explosent des murs, reste bien jusqu'à la fin. Like, commente, abonne-toi et partage cette vidéo à un pote qui croit avoir déjà tout vu. Tu n'es pas prêt pour ce qui arrive. Le film s'ouvre sur l'arrestation d'un jeune homme nommé Ricky-O, condamné à 10 ans de prison pour meurtre. Avec un traitement équitable, une telle peine pourrait sembler supportable. Mais dans le futur, toutes les prisons sont privatisées, derrière leurs murs lugubres. Ce sont les directeurs qui imposent leurs propres règles tortues. Ces types louches utilisent les détenus comme de véritables esclaves. Mais ils n'ont aucune idée de qui vient de franchir leurs portes. Un bus rempli de prisonniers traverse des postes de contrôle ultra sécurisés, en route vers un centre de haute sécurité. Comme toutes les autres prisons de ce monde dystopique, celle-ci appartient à une entreprise privée. Parmi les nouveaux arrivants, Ricky-O, condamné à 10 ans pour agression et meurtre. Dès son arrivée, Ricky affiche une attitude de défi. Il ignore les ordres et passe droit à travers le détecteur de métaux. Les alarmes retentissent, les gardes se ruent sur lui, persuadés qu'il est armé. Mais l'image au rayon X révèle 5 balles logées dans son corps. Un garde lui propose de les retirer, mais Ricky répond avec un calme glacial qu'il préfère les garder comme souvenir. Encore quelques années. La prison est divisée en 4 secteurs, nord, sud, est et ouest. Chaque bloc est dirigé par un capitaine parmi les détenus qui règne avec l'aval de la direction. Ensemble, ils se font appeler le gang des 4. Un matin, Samuel, bras droit du capitaine du bloc nord, s'amuse à tabasser un vieux détenu dans les toilettes. Le vieil homme est pourtant sur le point de finir sa peine. Mais Samuel n'en a pas fini. Il menace le vieil homme. « Tu ne sortiras jamais d'ici, sauf si moi, je l'autorise. » Pour bien faire passer son message, il écrase rageusement un petit train en bois, un jouet que le prisonnier avait construit avec amour pour l'offrir à son fils. Dévasté et furieux, le vieillard perd le contrôle. Il fonce sur Samuel, armé d'un rabot de menuiserie. Mais Samuel réagit vite. Il lui arrache l'outil des mains et lui assène un coup brutal en plein visage. Alerté par le vacarme, un garde surgit. Sans poser de questions, il prend immédiatement le parti de Samuel et de sa bande. C'est alors que Ricky intervient. D'un mouvement rapide et précis, il fait trébucher Samuel, qui s'écrase la tête la première sur une planche couverte de clous. Les sbires de Samuel, terrifiés, le traînent à l'écart, trop effrayé pour oser riposter face à ce nouveau détenu au regard imperturbable. Plus tard, la figure recouverte de bandages, Samuel rumine sa vengeance. Ses acolytes lui soufflent une idée, faire appel à un certain Zorro, un colosse brutal, actuellement enfermé en isolement, pour avoir encore enfreint le règlement. Samuel organise une rencontre secrète avec un garde corrompu et lui glisse un pot de vin en puisant dans son salaire spécial de détenu pour accélérer la libération du monde. Le lendemain, les gardes encerclent à nouveau le vieil homme. Cette fois, il lui annonce froidement que sa libération anticipée est annulée. Il l'accuse faussement d'avoir écrit en cachette à sa femme et à son fils. Il proteste. Il crie au mensonge, mais en retour, il ne reçoit que des coups de poing. Brisé, vidé de tout espoir, il comprend qu'il ne reverra jamais sa famille. Le soir venu, les détenus découvrent son corps pendu à une corde, sans vie. Une rumeur triste traverse les cellules. On chuchote qu'il n'aurait jamais dû être ici. Il avait simplement renversé quelqu'un en voiture en conduisant sa femme enceinte à l'hôpital. Ricky, qui a tout entendu, se rend dans la cour de la prison pour lui rendre un dernier hommage. Ricky brise les chaînes qui suspendent le corps du vieil homme. Puis, avec une infinie délicatesse, il glisse dans ses mains le petit train en bois, soigneusement réparé par ses soins. Le lendemain matin, alors que Ricky et Samuel prennent leur douche, une silhouette massive apparaît dans l'encadrement de la porte. C'est Zorro, un colosse furieux aussi large qu'un réfrigérateur enragé. Sans avertissement, la brute fonce sur Ricky et lui assène un coup titanesque qui le projette violemment contre le mur opposé. Mais Ricky se relève et fait face. Zorro tente une nouvelle attaque. Ricky répond avec une force surhumaine. Son poing transperce littéralement le ventre du géant, qui s'écroule au sol, écrasé par la douleur. Samuel, pris de panique, se précipite avec un pic à la main et le plante dans la paume de Ricky. Mais Ricky ne bronche même pas. Impassible, il saisit la main de Samuel, lui brise les doigts un à un, puis l'envoie au tapis avec un coup de poing si puissant qu'un fusil à pompe en rougirait. Les gardes hurlent à Ricky de se rendre. Mais soudain, ils sont interrompus par le capitaine Hay, chef du bloc nord. Hay veut Ricky dans son équipe, mais ce dernier le regarde avec un mépris glacial. Il n'est clairement pas intéressé. Les gardes ramènent Ricky en cellule. C'est là que la douleur le frappe. Une vive sensation dans la poitrine, une pression qui le coupe presque du monde.
Il ferme les yeux et se replonge dans un souvenir. Il était encore lycéen, marchant vers la tombe de ses parents, quand un inconnu l'a abordé. Shang Kui, son oncle. Mais pas n'importe qui, un maître de Kung-Fu. Shang Kui a défié Ricky de lui montrer ce qu'il savait faire. Il a bloqué sans effort les attaques furieuses du jeune homme. Et ce jour-là, il a décidé de faire de lui son élève. Depuis, Ricky s'est entraîné chaque jour au cimetière jusqu'à maîtriser son énergie chic, capable de briser des rochers à main nue et d'encaisser les coups les plus violents, même en plein cœur. Retour à la réalité. Ricky est conduit devant le sous-directeur de la prison, un sinistre personnage surnommé Cyclope. Ce charmant individu engloutit son steak en se servant d'un crochet de fer qui remplace sa main gauche, tandis qu'un œil de verre luit dans son orbite. Cyclope interroge Ricky. Pourquoi a-t-il tué un puissant gangster? Qu'a-t-il fait durant les 2 années qui ont suivi son départ de l'orphelinat? Ricky refuse de répondre. Alors Cyclope l'appelle, sort une lettre venue de l'extérieur et lui plante son crochet dans la main avant de lui asséner un coup de poing. À l'intérieur de l'enveloppe, la photo de Yen, la petite amie de Ricky. Cyclope la brandit en le menaçant. Ricky explose. Il brise le bureau en 2, projette un garde à travers la pièce, puis bondit. En plein vol, il dévie une balle avec un plateau métallique. Il plaque Cyclope dans un coin, prêt à l'abattre, mais se ravise à la dernière seconde. Il récupère la photo et tourne les talons. De retour en cellule, Ricky sort une flûte et joue un air mélancolique. Les souvenirs affluent. 1 an plus tôt, il passait des journées insouciantes en plein air aux côtés de Yen. Le lendemain, l'un des sbires de Samuel, désormais sans protection, subit la vengeance des détenus qu'il terrorisait. Le capitaine Hay intervient et interrompt l'exécution. Mais un prisonnier nommé Kang conteste ouvertement son autorité. Hay réagit aussitôt. Il lui entaille le visage d'un coup de lame. Avant que la situation ne dégénère, Cyclope surgit. D'un geste, il agrippe Quan avec son crochet. Le sous-directeur veut infliger une leçon à Ricky. Il tend un couteau à Hay et lui ordonne de s'en charger. Ricky et Hay se retrouvent dans la cour de la prison. Hay a attaché Kang blessé à une immense croix en bois, dressée comme une scène d'exécution. Un instant, Hay montre une lueur de regret. Il voit en Ricky un reflet de lui-même, mais le combat est inévitable. Ricky exige la libération de Quan, mais les autres détenus le préviennent. Une fois que Hay montre ses tatouages, il est impossible de l'arrêter. Et effectivement, Hay passe à l'attaque. Il lance une poignée de verre brisée droit dans les yeux de Ricky, le rendant momentanément aveugle. Ricky s'effondre, blessé au bras, le sang coulant à flot. À tâtons, il parvient à rincer ses yeux. Sa vue revient juste à temps pour voir les prisonniers l'encourager, unis derrière lui. Dans un éclair de vitesse, Ricky évite une attaque au couteau et frappe. Son coup arrache l'œil de Hay, un choc pour tous. Puis, dans un moment aussi brutal que fascinant, Ricky ligote son bras blessé pour stopper l'hémorragie. Hay, à bout de force, tente une dernière offensive, mais Ricky l'achève d'un coup de poing monumental. Hay s'effondre, vaincu. Ricky se précipite vers la croix et l'arrache du sol à main nue. Mais il est trop tard pour sauver Kang. Les détenus, ivres de rage, se soulèvent. Ils foncent vers Cyclope, mais les 3 capitaines restants s'interposent, protégeant le sous-directeur. Les prisonniers implorent Ricky de se venger, de faire tomber le gang des 4. Mais il refuse. Il porte le corps de Quan dans ses bras, préférant l'humanité à la vengeance. Cyclope, voyant une opportunité, lui propose alors de devenir le nouveau capitaine du Bloc Nord. Mais Ricky n'écoute déjà plus. Son regard se tourne vers Alan, le filleul de Hay, qui pleure la mort de son père. Ricky apprend à Alan à jouer de la musique avec une simple feuille verte. Mais le garçon n'arrive pas à produire le moindre son. Et pour cause, les capitaines lui ont arraché la langue pour l'empêcher de révéler leur secret. Touché par la douleur du jeune garçon, Ricky lui tend sa flûte personnelle, un geste rare, un don sincère. En retour, Alan lui offre un petit paquet de feuilles de pavot, un cadeau venant du capitaine du Bloc Sud. Ricky blêmit. Ces feuilles sont la preuve irréfutable. Les capitaines dirigent une plantation d'opium illégale à l'intérieur même de la prison. Pendant ce temps, les membres du gang des 4 se réunissent pour discuter du problème Alan, désormais allié à Ricky. Dans un acte aussi cruel que stratégique, ils exposent publiquement le corps sans vie de Hay, en prétendant que Ricky a déshonoré sa dépouille. Puis, pire encore, ils tuent Alan et laissent son cadavre dans la cour comme un avertissement aux futurs traîtres. Lorsque Ricky découvre le corps, il est anéanti. Dévoré par la colère, il broie sa flûte entre ses doigts. Cyclope, furieux que le secret de la plantation ait été révélé, tente de reprendre le contrôle. Mais il est déjà trop tard. Ricky est parti en guerre. Il pénètre dans les champs de pavots et y met le feu. Les flammes s'élèvent, consumant l'empire de drogue bâti par les capitaines. C'est alors que le capitaine du Bloc Sud, Hang Chun, fait son apparition. Maître en arts martiaux, il attaque Ricky sans pitié, plaçant un coup d'une précision chirurgicale droit dans son cœur.
Le chaos s'empare de la prison. Les détenus tentent de profiter de la confusion pour s'évader. Cyclope, pris de panique, apprend que le directeur de la prison revient bientôt de ses vacances à Hawaï. Il n'a plus qu'une seule option, activer le plan zéro. Allongé au sol, le torse transpercé, Ricky se vide de son sang. Mais dans cet instant suspendu, il repense aux enseignements de son maître. Son esprit s'apaise, sa respiration ralentit. Il puise dans son énergie intérieure et se relève. Face à lui, les 3 capitaines restants. L'un d'eux le piège avec des couteaux attachés à des cordes, l'enserrant comme un filet mortel, prêt à en finir. Mais c'est alors que Tazan, la brute du groupe, s'interpose. Il veut le privilège de tuer Ricky lui-même. Une dispute éclate qui va porter le coup final. Ils n'auront pas le temps de trancher. Soudain, le système de sécurité automatique surnommé Plan Zéro s'active. Les murs s'ouvrent et une pluie de balles s'abat sur toute la cour. Tout le monde se jette à couvert dans un chaos absolu. Tazan saisit Ricky et le traîne jusqu'à une pièce voisine. Mais là, l'horreur prend une autre forme. La salle commence à se remplir de ciment liquide. Alors que la mort semble inévitable, Ricky fracasse la porte de fer à coups de poing, parvenant à extraire Tazan in extremis. Cyclope avait prévu de sacrifier le capitaine, mais ce plan aussi échoue. Furieux, Cyclope confronte Ricky dans l'escalier. Ricky est prêt à révéler la vérité sur la plantation de pavots. Mais juste avant qu'il n'attaque, le ciment durcit autour de lui. Il est figé, emprisonné dans le béton. Cyclope en profite pour le capturer. Le lendemain, le directeur de la prison fait enfin son entrée. Il descend de sa limousine, flanqué de son fils gâté, Wang, un adolescent arrogant, persuadé que le monde lui appartient. D'un regard dédaigneux, Wang traite Cyclope comme un moins que rien. Mais le karma frappe vite, il trébuche sur le tapis rouge. Et sans broncher, le directeur ordonne que l'œil d'un prisonnier soit arraché pour avoir mal placé le tapis. Bienvenue dans un monde où la cruauté est un ordre. Le directeur passe alors un savon monumental à Cyclope, furieux du chaos qui a éclaté durant son absence. Surtout après avoir appris que la plantation d'opium a été réduite en cendres. Cyclope tente de se rattraper en désignant Ricky comme le responsable de toute cette pagaille. L'histoire approche de son apogée. Ricky se tient debout, enchaîné, entièrement enfermé dans le ciment, telle une sinistre sculpture d'art moderne. Mais lorsqu'il aperçoit le directeur parmi les invités, quelque chose s'éveille en lui. Dans un éclair, il brise sa prison minérale, explose ses chaînes et saisit le directeur par la gorge à travers les barreaux, jurant de le faire payer pour son empire de drogue. Paniqué que c'est Cyclope qui a sauvé son père. Mais avant qu'une réponse ne fuse, Tazan fait irruption dans la pièce en détruisant un mur à main nue, tel un bulldozer humain. Il projette Ricky violemment en arrière et l'enferme entre des barres de fer tordues. Ce qui suit est un véritable spectacle de violence, applaudi par le directeur et son fils, ravis du show. Mais Ricky ne reste pas à terre. Il se libère à nouveau et assène un uppercut fulgurant qui déboîte la mâchoire de Tazan, suivi d'un coup si puissant qu'il écrase littéralement son poing. Tazan s'effondre. Ricky se redresse et hurle sa vérité. Les prisonniers ne sont pas des insectes, ce sont des êtres humains. Mais le directeur ne partage pas cette philosophie. Le plafond de la cellule commence lentement à descendre. Un piège implacable pour l'écraser vivant. Ricky résiste de toutes ses forces, retenant la dalle de pierre à main nue, ses muscles tremblants, son visage crispé par l'effort. Mais Cyclope n'a pas dit son dernier mot. Il déclenche une décharge électrique qui terrasse Ricky au sol. Tout semble perdu. Jusqu'à ce que Tazan, à moitié conscient, se sacrifie pour sauver Ricky. Dans un ultime effort, Ricky brise les barres et tente de sauver son ancien adversaire. Mais il est trop tard. La dalle s'abat violemment, écrasant Tazan. Ricky, dévoré par la rage et la peine, hurle sa colère au ciel. Même Tazan avait des gens qui l'attendaient dehors, des proches, de l'espoir. Mais alors qu'il prononce ces mots, le sol se dérobe soudainement. Un piège s'ouvre sous ses pieds. Enchaîné, ligoté, Ricky chute brutalement dans une fosse creusée en plein milieu de la cour de la prison. Le directeur, sans une once de pitié, déclare qu'il sera enterré vivant, en exemple pour tous les autres. 2 détenus tentent de protester. Ils sont abattus sur le champ. Les gardiens ordonnent aux prisonniers restants d'enterrer Ricky. Mais lui, stoïque, ne résiste pas. Il leur dit même « Ne risquez pas vos vies pour moi ». Le directeur se veut cruel mais juste. S'il survit 7 jours sous terre, il sera libre. Cyclope, dans un élan de sadisme bien calculé, plante un simple tube de bambou dans la terre pour que Ricky ait juste assez d'air pour agoniser plus longtemps. La nuit tombe, l'inquiétude plane sur la cour. Mais soudain, un sifflement léger, une mélodie familière s'élève dans l'air. Ricky est toujours en vie. Les 2 derniers capitaines paniquent. Ils tentent de bloquer le tube avec un morceau de viande. Mais Ricky, endurci par la souffrance, brise le bambou de l'intérieur et transforme ce piège en repas, car rien ne l'arrête. Affamé, enseveli, seul, Ricky s'accroche à ses souvenirs, à celle qu'il a aimée, Yen. Un flashback déchirant nous ramène en arrière. Yen marche seule
la nuit. Elle tombe sur un groupe d'hommes qui trafiquent et consomment de l'opium. Elle tente de fuir, mais l'un d'eux la voit et l'enlève. Elle parvient à s'échapper, mais dans sa panique, elle chute du toit d'un immeuble. Elle meurt sur le coup. Ce drame a embrasé la haine de Ricky contre le trafic de drogue. Dévoré par la vengeance, il retrouve l'homme responsable. Celui-ci lui tire 5 balles dans le torse. Ricky ne bronche même pas. D'un seul coup fatal, il l'élimine. C'est ce geste qui a fait de lui un héros, mais aussi un condamné. Ricky a choisi la vengeance là où la justice avait échoué. 7 jours plus tard, malgré les orages, la douleur, la faim et l'agonie souterraine, Ricky sort vivant de la tombe. Il bondit hors de l'excavatrice comme un guerrier revenu de l'enfer. Mais il n'a pas le temps de respirer. Les capitaines l'attaquent immédiatement, déterminés à finir ce que la tombe n'a pas pu. Cette fois, c'en est trop. Les prisonniers, écœurés par l'injustice et les mensonges, se soulèvent dans un cri de révolte. Mais Ricky, malgré cette rébellion en marche, est à nouveau capturé et jeté dans les profondeurs du donjon comme une bête sauvage. Mais même enchaîné, Ricky n'a pas dit son dernier mot. Ricky, malgré les chaînes, refuse de céder. Un loup et un cochon ne seront jamais amis. Cette phrase lui vaut un violent coup de clé anglaise en plein visage. Les capitaines s'acharnent sur lui, bien décidés à lui faire cracher où il a disparu pendant 2 ans. Ils vont jusqu'à lui enfoncer des lames de rasoir dans la bouche, le rouant de coups jusqu'à ce que le sang coule. Mais lorsque le directeur entre dans la pièce, espérant enfin des réponses, Ricky recrache les lames en pleine figure. Calme, précis, inébranlable. Mon secret, ce sera la dernière chose que vous apprendrez. Cette nuit-là, un ami de Ricky brave tous les dangers pour lui apporter un peu de nourriture et de courage. Mais le vice-directeur Cyclope veille. Au matin, il retrouve le traître et l'exécute froidement. Son cadavre est exposé comme un avertissement. Mais lorsque Cyclope veut savourer sa victoire, Ricky a disparu. Silencieux comme un tigre, il surgit du plafond et attaque les gardes, exécutant le vice-directeur, blessant gravement Cyclope dans la foulée. Les renforts arrivent trop tard. Dans un dernier souffle, son ami meurt dans ses bras. Ricky l'honore en silence, puis laisse exploser sa rage. La prison entière s'embrase. Les détenus se soulèvent, armés de tout ce qu'ils trouvent. Les gardiens reculent. Ricky mène la charge, attrape Cyclope par le col et exige de le conduire au directeur. Pendant ce temps, le directeur et son fils gâté goûtent des plats dans la cuisine, punissant les chefs pour le moindre faux goût. Mais leur banquet est interrompu avec fracas. Ricky débarque. Cyclope, dans un ultime sursaut d'humanité, s'interpose et prend les balles destinées à Ricky. Et là, c'est terminé. Le directeur ne perd pas une seconde. Il abat Cyclope sans hésitation, prouvant que dans cet enfer, la loyauté ne vaut rien. C'est le début du combat final. Les derniers capitaines se jettent sur les alliés de Ricky. Pendant ce temps, Ricky fait face à 2 maîtres en arts martiaux. L'un d'eux, Kwanu, lui balance de l'eau bouillante au visage. Mais le karma arrive vite. Kwanu glisse, reste coincé dans un baril. Et Ricky lui arrache la jambe sans hésiter. Le dernier capitaine tente de fuir comme un lâche, mais pas de place pour les déserteurs ici. Le directeur l'explose à distance avec une balle explosive. Problème réglé, façon hémoglobine. Mais ce n'est pas fini. Le directeur n'est pas un homme ordinaire. C'est un maître d'arts martiaux mutante qui se transforme en monstre géant et grotesque, une abomination digne d'un cauchemar. Le duel final commence. Le monstre écrase Ricky contre une colonne de pierre, mais Ricky riposte et lui enfonce le poing en plein torse. Sauf que le monstre devient plus fort à chaque coup, se nourrissant de la force de Ricky. Alors Ricky en a assez. Il concentre son énergie et projette le directeur dans un broyeur à viande géant. La machine rugit. Et en quelques secondes, le tyran est transformé en steak tartare. Ricky sort des flammes, brandissant la tête de son ennemi. Il fait cesser le combat entre détenus et gardiens, rappelant à tous que la vraie victoire, c'est la liberté. Et avec un dernier acte légendaire, Ricky démolit le mur de la prison à main nue et libère tous les prisonniers. Ricky, oh, the story of Ricky. Un film aussi fou que brutal, où la justice s'écrit à coups de poing. Et voilà, Ricky a littéralement explosé le système, détruit une prison de l'intérieur et prouvé que la rage et la justice peuvent pulvériser n'importe quelle chaîne. Ce film, c'est pas juste de la baston. C'est un chef-d'œuvre de l'absurde, une ode au cinéma de l'extrême, un classique culte que t'oublieras jamais. Si toi aussi t'as été choqué, impressionné ou juste plié de rire devant tant d'excès, dis-le-moi en commentaire. Lâche ton plus gros like si Ricky t'a conquis et abonne-toi si tu veux d'autres films aussi fous que celui-là. Et maintenant, tu veux encore plus de cinéma déjanté, de scènes qui n'ont aucun sens mais que t'adores quand même. Clique sur la playlist juste ici. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.